entre levées de fonds records pour les startups stars de l'IA, investissements gigantesques des big tech comme Google et Microsoft, et valorisation démesurée d'entreprises comme Nvidia, l'IA affole les investisseurs depuis 2 ans. Qu'attendent-ils de l'intelligence artificielle et en ont-ils pour leur argent? On en discute dans ce débat animé par Sylvain Roland, rédacteur en chef tech à la Tribune. Bonjour à tous, bonjour à mes 4 invités. L'IA vaut-elle le coup, COUT? C'est la grande question qui agite tout le monde aujourd'hui. L'IA vaut-elle le coup pour les investisseurs, pour les entreprises? On va en débattre avec donc mes 4 invités que j'ai le plaisir de recevoir. John Plassard, vous êtes directeur de Mirabeau, donc analyste financier. Bonjour, merci de me recevoir. Denis Barrier, vous êtes cofondateur et CEO de KT Innovation. Jérôme Berger, vous êtes directeur de la stratégie du groupe Orange et président managing partner d'Orange Ventures. Bonjour. Et enfin, Mathieu Gross, partenaire de Messier et Associés. Bonjour. Alors, on va commencer du côté investisseur. Donc, je vais me tourner vers vous, John Plassard, excusez-moi. Donc, je vais commencer par un chiffre, 3 640 milliards de dollars. C'est la valorisation ce matin de Nvidia. C'est un record absolu en bourse. Jamais aucune entreprise avait atteint une telle valorisation, même Apple. Apple qui du coup est passé numéro 2 depuis une semaine pour la 2e fois. Et on voit aussi qu'en plus de Nvidia, les startups sont globalement très valorisées, survalorisées dans l'IA. Il y a une frénésie boursière et de valorisation autour de l'IA et des startups. Donc vous, avec votre œil d'analyste financier, pourquoi cette folie boursière autour de l'IA ? Il y a plusieurs choses. Il y a un phénomène de mode qui a eu lieu. Je me rappelle notamment qu'il y a 1 an et demi, lors de la publication des résultats des entreprises, il y avait pas mal d'entreprises qui parlaient d'intelligence artificielle et ça faisait gonfler le cours de bourse. Donc de manière par sympathie, je dirais. Mais si je reviens sur votre exemple de Nvidia, vous avez dit 3 600 milliards de dollars, il faut quand même rappeler ce que c'est. C'est plus important que le PIB de 5 pays du G7. 5 pays du G7, plus grande capitalisation mondiale. C'est son cours de bourse depuis son introduction qui a monté, je crois, de 36 000%. Cette année, c'est 200%. Ça dépasse tout entendement. On est sur une valorisation, lorsqu'on parle de cours sur bénéfice, de 70. Par comparaison, pour ceux qui ne le savent pas, le Nasdaq en moyenne c'est 30, donc c'est largement au-dessus. Et on est dans un phénomène que certains appellent délirant. Mais de l'autre côté, c'est ça qui m'intéresse un peu plus. Si vous regardez ce qui se passe en termes de marge et de marge bénéficiaire, vous voyez que les marges brutes de Nvidia, c'est plus de 70%. Les marges opérationnelles, c'est plus de 40%. Et donc, vous avez quelque chose en face qui, ce qu'on appelle dans notre métier, ce qui délivre. Et à chaque fois, on bat les prévisions des analystes. Alors ça, c'est pour les grandes sociétés qu'on commence, et c'est ce qui paraît assez intéressant ou incroyable, à dire des entreprises matures. Quand on parle d'Nvidia, alors que c'est des jeunes entreprises, des jeunes pousses. Alors de l'autre côté, sur ce qu'on appelle les startups, c'est différent. Parce que les startups, c'est des entreprises, normalement, et notamment dans l'intelligence artificielle, qui n'ont pas encore gagné d'argent. On estime que dans les entreprises de l'intelligence artificielle, vous avez 5 à 10% de sociétés qui font de l'argent. Et pour faire de l'argent, il faut au minimum 10 ans. Je prends le cas de Nvidia. Nvidia, il a fallu 10 ans pour qu'il gagne de l'argent. Palantir, qui est dans l'analyse de données de l'intelligence artificielle, il a fallu 15 ans. On parle beaucoup, vous avez parlé avant de OpenAI, ChatGPT, pour l'instant, ça ne gagne pas d'argent. Et vous avez plein d'entreprises comme ça qui ne gagnent pas d'argent et en fait, on est dans une situation où on donne un crédit à ces entreprises parce qu'ils touchent aujourd'hui à ce phénomène réel, mais aussi un phénomène de mode en bourse qui fait que vous avez des entreprises de capital risque qui dopent la valorisation d'entreprises qui ne gagnent pas d'argent. Et c'est ça qui est assez intéressant de noter d'un point de vue critique. C'est vrai que ça fait pas rêver comme un robot humanoïde, mais c'est la réalité. Alors, la question, et je terminerai là-dessus, la question de savoir si on est dans une bulle Internet
comme on l'était au début des années 2000, pour moi, c'est non, parce qu'on a d'autres relais de croissance qui sont complètement différents que ce qu'on avait au début des années 2000. Donc ça va durer. Ça va durer, oui. Alors, vous savez que lorsqu'on parle de... C'est la grande crainte aujourd'hui. D'ailleurs, à chaque fois que Nvidia publie des résultats financiers, tout le monde retient son souffle parce que Nvidia est tellement puissant que si le cours commence à baisser, ça effondrerait l'ensemble des marchés, en fait. Oui, et ici, en fait, ce qu'on remarque et ce qui est différent, c'est qu'évidemment, on peut, si on parle concrètement, on peut baisser de 20% sur des mauvais résultats, puis après revenir. Mais ici, ce qui est très intéressant dans ce cas, c'est le problème, c'est pas la demande, le problème, c'est l'offre. Et lorsque votre problème, c'est l'offre, eh bien, c'est extraordinaire, en tout cas sur ces prochaines années, parce qu'on sait que les carnets de commandes sur les nouvelles puces de Nvidia, par exemple, eh bien, ils ont des carnets de commandes largement remplis. Ils ont plusieurs années de commandes à venir. Donc, on est dans une situation où, oui, ça va continuer. Alors, évidemment, il faut choisir le bon étalon. Évidemment, vous avez peu de personnes qui avaient parié sur Nvidia au début des années 2000, mais on est dans une situation où, oui, c'est en train de toucher, c'est un phénomène qui est plus qu'un phénomène de mode dont je parlais avant. Alors, si on sort du macro pour aller plus dans le micro, je me tourne vers vous, Denis Barrier. Donc, KT Capital gère 1 milliard de fonds, enfin 1 milliard de dollars de fonds sous gestion, donc très présent en Europe, mais aussi dans la Silicon Valley. Est-ce que vous avez une réaction sur les propos de John Plassard? Et aussi, en tant qu'investisseur, vous, c'est quoi qui vous attire, dans l'IA, dans les startups d'IA? Comment vous faites pour vous positionner dans ce marché-là? Eh bien, écoutez, d'abord, comment on fait? On va vous donner notre recette et nos méthodes, enfin ce qu'on a défini. D'abord, est-ce que l'IA vaut le coup? Alors, avec un T, mais avec un P aussi. Je pense que, est-ce que ça vaut le coup? Alors, il y a deux choses où on investit, notamment dans la santé et la mobilité. Il faut savoir si ça vaut le coup. Il y a deux exemples. Donc, par exemple, on investit dans des agents des médecins qui prennent les notes à la place des médecins, voire même qui fait le suivi des patients. Et ça commence à très bien fonctionner. Et donc, aujourd'hui, un docteur, en utilisant ça, un docteur d'aujourd'hui pourra faire le travail de 15 docteurs de demain. Tout simplement parce que c'est notre son prise, le suivi des patients, les diagnostics. Donc d'un côté, ce travail multiplié par 15, cette efficience va être répartie entre le docteur qui fait le travail de 15 docteurs et les plateformes. De l'autre côté, il suffit d'aller à San Francisco en ce moment pour voir que les taxis Waymo, taxis sans conducteur, sont opérationnels. Donc vous y allez, vous téléchargez l'app, vous avez un taxi sans conducteur qui vient vous porter et tout. Et les gens, 99% des gens, étonnamment, disent qu'ils préfèrent un taxi sans conducteur plutôt qu'un taxi conduit par un conducteur. Et les Google s'apprêtent à déployer ça dans tous les États-Unis. Donc ça veut dire que, vraisemblablement, il peut y avoir une concentration de valeur d'un facteur 100 ou 1000 parce que malheureusement, on ne va plus avoir besoin des conducteurs. Donc nous, on investit depuis un certain temps, on a un fonds à peu près d'1 milliard pour investir dans les nouveaux projets. Et donc on a défini quelques méthodes parce qu'on est obligé de le faire parce qu'on est en sachant que l'intelligence artificielle, ce n'est pas une nouvelle technologie, une nouvelle vague technologique, c'est comme l'électricité. Pour nous, c'est une technologie dans laquelle, justement, on va bâtir tout un tas de choses, tout un tas d'appliances. Et donc, aujourd'hui, on est au moment où on a encore la bougie. Et donc, nous, est-ce qu'on doit continuer à investir dans des usines de bougies qui font du chiffre d'affaires et tout, ou dans des ampoules électriques, mais on ne sait pas trop comment ça va se passer. Donc, on s'est dit, on est obligé d'investir dans des ampoules électriques. Donc, comment on fait? La première chose, c'est que finalement, on a beaucoup parlé d'algorithmes. On n'est pas très sensible aux algorithmes. Parce que les algorithmes, ils changent toutes les semaines. On voit un nouvel algorithme, un nouveau quelque chose. Et donc, on a des méthodes par rapport... On est entrepreneurial vis-à-vis des chercheurs. Donc, quelle est l'équipe? Comment est-ce qu'ils sont bien? À quelle data ils ont accès? Et ensuite, comment ils vont gérer la data? Et comment ils vont intégrer les nouveaux algorithmes, ceux qu'ils font, avec ceux des autres. C'est la première chose. Et aussi, ce qui est assez intéressant, c'est que nous, on investit dans les startups et que le business model des startups va profondément changer. Parce que jusqu'ici, on investit dans des sociétés de logiciels qui augmentaient la productivité. Donc, c'est des couches logicielles. Le but, c'était d'être le plus margé possible et d'augmenter la productivité dans un domaine. Productivité pour gérer ses clients. Productivité
pour gérer ses entrepôts, etc. Et là, on a une redéfinition de tout le travail, toute la façon dont on travaille. Et donc, ce n'est pas simplement un gain de productivité. Quand on additionne tous les gains de productivité, on est x4. Là, on est plutôt x10, x50, parce qu'on change la façon dont le travail, dont tout est fait. Et donc, on doit imaginer ce que ça donne en termes de modèle. Et enfin, pour finir, le timing est extrêmement important, parce qu'il y a des moments où toutes les valorisations sont à la hausse, mais 6 mois après, alors qu'on a encore plus de recul, on peut être 6 mois avant ou 6 mois après. Les gens commencent à se poser des questions, alors qu'on sait que ça va arriver, et à ce moment-là, on a aussi plus de visibilité, et on peut commencer à investir finalement quand on a des convictions sur ce qui va se passer. Et l'exemple que je peux donner, c'est une entreprise, par exemple, française qui s'appelle Bioptimus, qui est l'agent, le Mistral de la santé, du chercheur en santé. Et qu'est-ce qu'ils font, par exemple? Ils regardent des images, et simplement avec des images, la première version, c'était de dire si vous avez un problème de radio, etc. Et Harvard a testé tous les algorithmes du monde, et sur les 10 meilleurs, Google, etc., ils sont meilleurs sur 8 maladies. Et la version d'après, c'est on couple ces images aussi au code génétique. Et donc simplement avec l'image, on connaîtra à la fois un peu votre problème, mais aussi on aura une idée de votre code génétique auquel il est associé sans même vous le demander. Et donc à ce moment-là, vous pourrez avoir vraiment, on pourra vous donner une médecine de précision qui vous va bien, etc., etc. Et donc en tant qu'investisseur, peut-être qu'OpenAI le fera, peut-être pas, mais en tout cas, toutes les sociétés pharmaceutiques du monde devront avoir cette technologie et donc devront l'acquérir et devront faire quelque chose s'ils ne veulent pas devenir des esclaves d'OpenAI. Donc voilà, on est convaincus et j'essaie de vous donner des exemples pour vous montrer pratiquement dans quoi on investit. Bon, ce que je retiens aussi, c'est que du coup, vous misez sur des verticales sectorielles. Est-ce que c'est aussi votre démarche, Jérôme Berger, donc chez Orange? Vous avez à la fois donc, une double casquette capital risque avec Orange Digital Ventures et aussi groupe stratégie chez Orange. Sur votre casquette investisseur, du coup, c'est ça aussi que vous cherchez, c'est des verticales sectorielles très précises où vous pouvez avoir, par exemple, un retour sur investissement plus rapide que sur des choses plus générales où il y a beaucoup de concurrence? Alors, c'est effectivement assez similaire. D'abord, déjà, je vous souhaite tous la bienvenue à l'Orange Vélodrome. Et effectivement, nous, ce qu'on se dit dans l'IA, parce qu'on a beaucoup de use cases en production, y compris chez nous dans la société, on en a plus de 150 et bientôt 500 sans doute d'ici quelques mois, c'est qu'en fait, à chaque use case correspond un modèle, un langage particulier qui se trouve être le plus optimal, soit en termes de performance, soit en termes d'énergie et de consommation. Donc on n'a pas vu de martingale universelle, j'allais dire, dans lesquelles on pouvait se dire on investit là-dedans et puis on verra. Je pense qu'on est un peu, pour certains d'entre nous qui sont un peu anciens, sur quelque chose qu'on a aussi connu pendant la bulle Internet, dans lequel on a vu arriver l'Internet, on a vu des acteurs qui étaient des acteurs phares. Alors, le Nvidia de l'époque, c'était Cisco. On avait AOL, on avait des trucs qui valaient 100, 200, 300, 400 milliards, ce qui à l'époque était un peu l'équivalent de ce qu'on voit là. Et en fait, on s'est rendu compte au bout d'un moment que ce n'est pas ces acteurs-là qui ont triomphé et qu'on a mis des années à voir où allait être la valeur dans l'Internet. Et au final, la valeur dans l'Internet, c'est Google, c'est Meta, c'est Azure, c'est AWS. C'est des gens qui processent des données sous une forme ou une autre, que ce soit pour celle de leurs utilisateurs ou celle de leurs clients entreprises. Et je pense que quand on était au début des années 2000, personne ne pensait data en fait. Et donc, ce qu'on se dit un peu, c'est qu'il va y avoir effectivement des révolutions d'intelligence artificielle et que c'est très difficile de voir là-dedans où est-ce qu'il y a une puissance de valeur qui va réellement être créée au-delà de ce qu'on a cité. Oui, on va gagner un peu d'efficacité parce qu'on pourra faire des comptes rendus ou je ne sais pas quoi. C'est très important de le faire et tout le monde va le faire et tout le monde va se digitaliser. Je pense que c'est un peu du b.a.-ba. Même si c'est des transformations importantes, y compris en termes de skills et de people, mais bon, ça, il n'y a pas de sujet. Mais la grosse valeur, c'est difficile. Et je rejoins ce que disait Denis, nous, on pense que ça va être des valeurs sectorielles. Donc, tu as cité la santé, Bioptimus, entre autres. C'est effectivement là où, sans doute, en life science, alors là, ce n'est pas du chat GPT, hein, mais il y a probablement des modèles extrêmement puissants et extrêmement déformants en termes de capacité de mise sur le marché, en termes de rapidité de mise sur le marché, et de tests. Il y a des sujets, évidemment, tu l'as cité aussi d'ailleurs, autour de la mobilité, y compris avec des nouvelles fonctionnalités réseau qu'on va apporter, on en parlera peut-être tout à l'heure, qui vont potentiellement être déformantes, parce que tout ça est quand même très adhérent à la capacité à connecter tout ça à la fin.
Et donc, nous, on cherche plutôt effectivement des applications sectorielles gagnantes, avec dans l'idée de se dire, côté Orange, qu'est-ce qu'on peut apporter à ces sociétés-là et comment est-ce qu'on va déformer, nous, notre écosystème interne et externe pour que ça puisse se déployer à scale. Alors vous, c'est aussi intéressant parce que vous avez donc une casquette différente de nos 3 autres intervenants, parce que du coup, vous conseillez pas mal d'entreprises qui, elles, ne sont pas dans l'IA, mais qui sont forcées de se poser la question comment l'IA va les transformer et donc comment se positionner dans leurs investissements. Donc, qu'est-ce que vous leur dites, du coup? Non, c'est une très bonne question. Aujourd'hui, tout le monde est d'accord pour dire que l'IA, ce n'est pas une évolution, c'est une révolution. Et donc, tout le monde veut en être, personne ne veut rater le train. Et aujourd'hui, on assiste à des vagues d'investissements massifs dans le secteur. Et aujourd'hui, il n'y a pas une transaction qui se fait, je pense que Denis, à ton niveau, mais comme chez tous nos clients, sans que le risque qu'il y a soit évoqué. Alors, ce qui est assez paradoxal, c'est que le risque qui est évoqué aujourd'hui, c'est le risque de disruption. Tu citais la bougie électricité, c'est exactement ça. Personne ne veut investir dans des bougies, tout le monde cherche l'ampoule électrique. Et donc ça, les gens voient assez bien ce que c'est. Ce que les gens regardent paradoxalement beaucoup moins, c'est le retour sur investissement. Et donc ça fait écho à ce qu'on a dit au début sur l'envolée des valorisations. Aujourd'hui, les gens investissent massivement. Il y a une forte demande pour ce papier. En même temps, c'est un papier qui n'est pas encore rentable, mais qui pour l'instant génère déjà des ventes de manière très très rapide, bien plus rapide que d'autres industries, type les software SaaS. Et donc les gens ont la prédiction que ces industries vont générer des profits conséquents. Et donc c'est ça qui se reflète aujourd'hui dans les valorisations. Et pourtant, aujourd'hui, lorsqu'on regarde de manière assez précise, il y a assez peu de secteurs qui en bénéficient réellement en termes de valorisation. C'est un peu l'analogie de la ruée vers l'or. Donc, tout le monde connaît l'histoire que finalement, ceux qui se sont enrichis, c'est ceux qui vendaient des pelles et des pioches. C'est un peu ce qui se passe aujourd'hui dans le domaine de l'IA. Aujourd'hui, ceux qui gagnent beaucoup d'argent, c'est ceux qui fournissent l'infrastructure. Donc, c'est les sociétés de data centers. Marseille est un bon exemple. On voit les data centers fleurir aujourd'hui à Marseille. C'est ceux qui fournissent de la connectivité, c'est ceux qui fournissent bien sûr du cloud, donc les hyperscalers, donc les Meta, Amazon, Microsoft Azure, qui ont vu leur valorisation s'envoler. C'est ceux qui fournissent aujourd'hui les fameux LLM, qui également donc, ne sont pas encore cotés, mais ont des valorisations privées très très importantes. Ça aujourd'hui, c'est, on va dire, les gagnants à court terme, ce qu'on ne connaît pas encore, et ce qui fait écho à ce que vous avez indiqué. C'est les gagnants à moyen terme. Et les gagnants à moyen terme, en fait, c'est ceux qui vont développer des couches applicatives. Quelle sera demain, en fait, l'application qui va leverager l'IA pour, en fait, générer beaucoup de valeur? On intuite les secteurs où ça va intervenir. On intuite que ce sera dans la santé, que ce sera dans la finance, dans la fintech, dans la logistique, probablement dans la relation client, donc dans tout le domaine qui génère beaucoup de data qu'il faudra, en fait, analyser pour sortir des cas d'usage. Mais ça, on ne sait pas encore, en fait. Et c'est ça qui est compliqué. Et en fait, c'est là qu'il y a un peu pas de pari, mais on voit beaucoup d'investissements. On ne sait pas encore définir si ces investissements auront un retour immédiat. Et c'est là que c'est très compliqué, puisque de la même manière qu'Internet, en fait, les gagnants de demain n'ont pas été les gagnants originaux. Personne n'avait vu arriver aussi rapidement Google et les autres et Meta. Aujourd'hui, dans l'IA, on sait que les gagnants actuels sont les gens qui font de l'infra. On ne sait pas encore quels seront les gagnants à moyen terme qui nous feront les applications que vous et moi allons utiliser demain dans notre day-to-day. C'est aussi ce que vous voulez réagir sur ça? Oui, et c'est un peu effectivement les questions que nous on se pose aussi côté Orange. On a évidemment pas mal de sujets d'efficiency, de choses comme ça. On a le souci d'amener l'IA et la GenAI de manière sécurisée, je vais y revenir, et souveraine pour les applications pour lesquelles ça a de l'importance. Pour nos clients, on a d'ailleurs des offres B2B avec la société Lighton qui était ce matin sur cette même scène. Et puis, on est en train de penser la transformation de nos réseaux parce qu'il ne faut pas oublier que l'IA, ça veut dire beaucoup, beaucoup de données et que si on veut déployer de l'IA, comme on dit, at scale, c'est-à-dire avec les entreprises qui l'utilisent massivement, voire nous, on parlait aussi des lunettes Meta, si elles se mettent à filmer beaucoup de choses en 3D ou je ne sais pas quoi pour envoyer ça dans des data centers, il faut qu'on ait des réseaux qui soient capables de supporter ça et de monétiser ça. Aujourd'hui, les réseaux, ils sont, il faut se le dire, principalement dimensionnés pour du download vidéo, en fait. Et donc ça coûte. Hein ? Ça coûte. Et ça coûte très cher, mais c'est pas un débat qu'on va avoir ici.
Et voilà. Et donc, demain, si on veut des débits symétriques, si on veut pouvoir choisir qu'à un moment donné, tel device, tel téléphone ou tel type de lunettes a une priorité sur le réseau, si on veut vouloir lui garantir de la latence, si on veut de la puissance de calcul qui ne soit pas trop loin, que ce soit pour des questions de souveraineté ou que ce soit une fois de plus pour des questions de performance ou de latence, il faut un réseau qui soit capable de faire ça. Ça veut dire un réseau dans lequel il y a aussi beaucoup d'intelligence artificielle, parce que ça devient un réseau qui est trop complexe à gérer selon des processus humains. Et donc, on est vraiment en train de réfléchir à cette nouvelle génération d'applications. On en a mis beaucoup en service pour la première fois d'ailleurs pour les Jeux Olympiques, puisque là, il fallait concentrer un certain nombre de faisceaux à certains endroits. Il fallait que les forces de sécurité, y compris sur la cérémonie d'ouverture, qui était extrêmement complexe, puissent avoir des canaux dédiés où leurs applications voyaient des antennes que les autres téléphones ne voyaient pas, avec des garanties de service et tout ça. Et tout ça, ça se fera avec de l'IA. Et donc, c'est ça qu'on est en train de commencer à transformer. C'est comment amener à chacun l'IA at scale de manière responsable, parce qu'il y a beaucoup de sujets d'énergie aussi. Et si on ne résout pas la question de l'optimisation des réseaux, la question de la localisation de la puissance de calcul pour pouvoir, une fois de plus, optimiser tout ça, on n'arrivera pas, en fait, à servir de manière responsable les montées en puissance qui sont vues aujourd'hui, connecter les data centers, avec les croissances qu'on a, il faudra le faire en optimisant, et cette optimisation-là, il faut qu'on la fasse, et il faut qu'on la fasse avec beaucoup d'IA. Et je mentionnerai juste, et ça va faire écho à ce qu'on a dit, juste un point sur lequel je pense que, alors ça c'est pas un sujet pour Orange, mais il faut peut-être qu'on réfléchisse aussi collectivement, c'est que quand on regarde les demandes, nous on le voit, en data center, en connectivité, les prévisions de croissance, de McKinsey, de qui vous voulez, vous avez des trajectoires comme ça en fait. Ces trajectoires, on peut faire tous les graphes qu'on veut, elles ne sont pas sustainable pour la planète. Donc il y aura peut-être un choix de société à un moment donné en disant est-ce qu'on veut de l'IA partout ou est-ce qu'on crame tous? Ce sera un choix politique. C'est ça la principale menace sur la valorisation du secteur du coup? Potentiellement aussi, mais ce que ça veut dire aussi, c'est qu'en fait, il faudra choisir à quoi on alloue la puissance de calcul de l'IA. Parce qu'on ne pourra pas tout faire de manière responsable. Donc nous, on optimisera ce qu'on peut, et à la fin, c'est ce qu'on disait. Il faudra choisir là où il y a beaucoup de valeur. Est-ce qu'on en veut plus dans la santé, plus dans la mobilité? Les services financiers, c'est un gros utilisateur, tu l'as cité, c'est vrai. Mais il faudra qu'on fasse des choix et qu'on se dise aussi collectivement qu'est-ce qu'on priorise. Est-ce que c'est les petits chats déguisés en pompiers ou est-ce que c'est des nouvelles molécules pour le cancer? J'ouvre la question. Alors on arrive au terme du débat. Le mot de la fin en tête pour John ou pour Denis? Alors, je crois qu'on est vraiment à la croisée des chemins de l'intelligence artificielle en termes d'investissement, parce qu'on est, comme vous venez de le dire, on est dans une croissance phénoménale. On peut plus, il n'y a plus une entreprise qui ne parle pas d'intelligence artificielle. Et de l'autre côté, effectivement, on a ce risque de surchauffe des marchés sur les marchés financiers. Donc, il faut non pas être naïf. Il faut comprendre que c'est des cycles, et ces cycles boursiers passent aussi par des moments de respiration qui correspondraient à des baisses et qui n'empêchent pas l'avenir d'être plus radieux. Ne pas avoir peur de la baisse inévitable à venir. Exactement. Merci beaucoup à tous les quatre. Merci. Merci.